Bonjour à tous et bienvenue à bord de Pascal Airlines. Aujourd'hui, direction le pays le plus secret du monde, la Corée du Nord. Un défi, ça a été de trouver des informations sur ce pays fermé au tourisme depuis plus d'un demi-siècle. Mais vous allez voir dans cette vidéo, la Corée du Nord est intéressante et on ne peut pas simplement la réduire au dictateur Kim Jong-un, ses missiles et sa bombe nucléaire. Comme vous le voyez sur cette carte, notre parcours se fera du sud-ouest au nord-est de ce grand pays de 700 km de long, en passant par la capitale, Pyongyang, et les grandes villes de la côte Est et finalement la frontière chinoise au nord. J'ai eu une autorisation, virtuelle bien sûr, de survoler la Corée du Nord, mais pas d'autorisation de décoller ou d'atterrir. Du coup, on va décoller du nord de la Corée du Sud et non pas du sud de la Corée du Nord, si vous me suivez. Et au plus près de la frontière, il y a tout simplement l'aéroport international de Séoul, l'aéroport d'Incheon. C'est d'ici qu'on décolle, et c'est parti, direction plein nord. Il faut savoir aussi que le seul aéroport international en Corée du Nord, c'est celui de Pyongyang, avec seulement deux compagnies, Air Koryu, la compagnie nord-coréenne, et Air China. Et ces deux compagnies desservent simplement 4 destinations internationales, en Chine et en Russie uniquement. On quitte la côte ouest et on s'approche de la frontière avec la Corée du Nord et de la fameuse DMZ, la zone démilitarisée, qui porte très mal son nom puisque c'est la zone la plus militarisée au monde, avec deux armées qui se regardent en chien de faïence depuis 1953, chacun prêt à dégainer si l'autre bouge le petit doigt. Regardez là sous l'avion à gauche, on voit un petit poste d'observation en haut d'une colline. On arrive à la frontière. Ici se trouve un des rares points de contact entre le nord et le sud, c'est le JSA, pour Joint Security Area, sous contrôle de l'ONU. C'est ici que se prennent toutes les photos des journalistes dès qu'on parle de Corée du Nord, vous en avez certainement vu, avec les emblématiques bâtiments bleus à cheval sur la frontière. Et ce qui est amusant, c'est que ici, la frontière, elle est en fait orientée nord-sud. Donc sur cette photo, prise côté Corée du Sud, on a l'impression que la Corée du Nord c'est en face de nous, alors qu'en fait elle est surtout à notre droite. Si on continue en face, en fait on tomberait rapidement sur la côte. La raison, c'est simplement que cette DMZ, la frontière entre les deux pays, serpente. Elle n'est pas juste un trait horizontal le long du 38e parallèle comme on peut le penser. Ici, on voit très bien les bâtiments bleus, même s'ils apparaissent en noir sur le simulateur. Et à gauche, les bâtiments côté Corée du Nord sont appelés Palais de la Paix et Palais de la Liberté. Et oui, chacun est libre d'y croire. Et ici, un petit extrait d'un reportage d'envoyé spécial côté Corée du Nord. On va reprendre notre chemin, cette fois au-dessus de la Corée du Nord. Ça y est, on y est. Direction le nord-ouest pour retrouver la côte de la mer Jaune et un endroit intéressant, le grand barrage Nampo. Cela nous donne l'occasion de survoler le sud-ouest de la Corée du Nord, où on voit beaucoup d'agriculture dès que les montagnes laissent un peu de place. On voit aussi très bien sur ces images que l'habitat est rassemblé sur des petits ensembles collectifs avec des bâtiments alignés façon militaire. On voit aussi que ce pays est très montagneux, ce qui doit certainement rendre sa gestion compliquée et l'agriculture difficile. Mais en même temps, c'est un pays qui du coup est plus facile à défendre. Derrière cette dernière série de crêtes, on va arriver sur la côte. Passage au-dessus d'une ville que je n'ai pas réussi à identifier, et désolé, ma géographie des villes de province en Corée du Nord est un peu limitée. En tout cas, on voit bien en dessous que c'est une ville carrée, pas mal d'immeubles. Bienvenue dans les villes des pays communistes des années 50. Ça y est, on arrive à l'embouchure du fleuve Taedong, le fleuve qui traverse Pyongyang, la capitale. Et ça va nous permettre d'atteindre le barrage Nampo dont je vous parlais. C'est une longue digue de 8 km qui fait concurrence aux Hollandais, petite pub en passant pour ma vidéo sur la Hollande, et qui sert d'une part à retenir les eaux douces venant du fleuve Taedong, et ceci afin d'utiliser l'eau avant qu'elle ne parte dans la mer. Ce barrage a été construit entre 1980 et 1986, et c'est une fierté nationale et il est souvent présent en arrière-plan d'images d'actualité à la gloire de la Corée du Nord. Tout au bout de cette digue, on va trouver un système d'écluses géantes permettant le passage de cargo jusqu'à 50 000 tonnes. Et pour les touristes, et oui, il y en a même un petit peu, un point d'observation a été aménagé pour glorifier le génie nord-coréen. Changement de direction, on va maintenant remonter le fleuve Taedong pour rejoindre la seule ville qu'on connaît en Corée du Nord, la capitale Pyongyang. On arrive par le sud, le long de l'autoroute de la réunification. En effet, c'est l'autoroute qui ira jusqu'à Séoul le jour où la frontière sera ouverte. Sur cette autoroute, il y a un immense monument à l'entrée de Pyongyang. Malheureusement, il n'est pas représenté sur le simulateur. On va passer juste au-dessus, c'est là où l'autoroute s'écarte avec la tache blanche sur le sol. Alors voici ce à quoi il ressemble, avec deux femmes coréennes habillées en hanbok, le vêtement traditionnel coréen. L'une représente le nord, l'autre le sud, mais elles sont parfaitement identiques pour souligner la proximité des deux peuples. Alors par défaut, le simulateur modélise la ville automatiquement avec des immeubles carrés, mais j'ai acheté un supplément pour une quinzaine d'euros avec les principaux bâtiments fidèlement reproduits. Je suis pas sponsorisé, mais je vous mettrai quand même le lien à la fin de la vidéo si vous êtes intéressé. En remontant le fleuve, au bout de cette île, on voit le complexe Sciences et Technologies, un bâtiment construit en 2015 en forme d'atome. Il héberge entre autres 3000
ordinateurs connectés à l'intranet national, mais bien sûr pas à Internet. Et ces ordinateurs sont à disposition des scientifiques. Un peu plus loin à gauche, voici la grande place Kim Il-sung. C'est ici que se font tous les défilés militaires qui donnent des cauchemars aux diplomates du monde entier. Cette place Kim Il-sung, c'est aussi le point zéro de toutes les routes de Corée du Nord. Et pour rappel, Kim Il-sung, c'est le grand-père du dictateur actuel. C'est le créateur de la Corée du Nord tel qu'on le connaît depuis les années 50. Il est décédé en 1994 en créant une vague de désespoir à travers tout le pays tellement il était vénéré, de gré ou de force, comme le père de tous les citoyens. Un peu derrière, le grand bâtiment en pyramide effilée, c'est l'hôtel Ryongyong. Mais n'espérez pas y dormir puisque le chantier a commencé en 1987 mais a été interrompu de nombreuses années. C'est suite à la chute de l'URSS qui fournissait toutes les matières premières. Le chantier a redémarré en 2008, porté par un grand groupe égyptien qui a terminé l'extérieur de ce bâtiment en 2011. Mais depuis 10 ans, personne ne sait vraiment ce qui se passe à l'intérieur, ce qui est sûr c'est que c'est loin d'être terminé. Reste cette magnifique carcasse d'immeubles qui domine tout Pyongyang. On va maintenant traverser le fleuve Taedong, juste en face de la place Kim Il-sung qu'on a vu tout à l'heure. Et on va ainsi voir un autre emblème de la ville, la tour du Juché. Elle a été construite en 1982 à l'occasion du 70e anniversaire du président Kim Il-sung. La torche à son sommet fait 20 mètres de haut et reste allumée toutes les nuits. La tour elle-même culmine à 170 mètres. On peut y monter, ce qui donne l'occasion d'admirer un vaste panorama sur tout Pyongyang. Sur ces images d'une agence de voyage chinoise, on reconnaît bien la place Kim Il-sung juste devant et au fond la pyramide du futur hôtel Ryogong. Demi-tour. Et sur la même rive que la tour du Juché, sur une place un peu plus loin, se dresse le monument rappelant la fondation du glorieux Parti des Travailleurs en octobre 1945. Ce parti qui dirige la Corée du Nord depuis cette époque d'une main de fer. Le monument représente l'habituel faucille et marteau pour les paysans et les ouvriers, mais il y a un troisième outil qui est plus original dans le monde soviétique. Il s'agit d'un pinceau de calligraphie pour représenter les intellectuels. Pendant les vacances, la grande place au pied de ce monument se remplit d'étudiants faisant de grandes danses tous ensemble. Retour le long du fleuve, en le remontant un peu, on voit côté gauche une autre grande place avec deux immenses statues. Ce sont les grands monuments de Mansudae. Ces deux statues de bronze de 22 mètres de haut sont à la mémoire du président Kim Il-sung, qui, de son bras levé, indique la voie à suivre par le peuple coréen, et son fils, le leader Kim Jong-il. En résumé, ce sont le père et le grand-père du dirigeant actuel. Ces deux statues sont objets de vénération, parfois obligatoire, puisque tous les visiteurs étrangers doivent venir poser des fleurs ici dès leur arrivée, comme on le voit sur ce reportage d'une journaliste française. Quelques centaines de mètres plus loin, un arc de triomphe monumental décore un carrefour. Le but était qu'il soit plus grand que celui de Paris, et c'est bien le cas, l'honneur est sauf pour la Corée du Nord, ouf. Cet arc de triomphe célèbre le retour au pays de Kim Il-sung après la défaite du Japon en 1945. Il a été élevé dans les années 80. Pour finir notre visite de Pyongyang, petit passage au-dessus de l'immense stade du 1er mai, qui est, d'après la Corée du Nord, le plus grand stade du monde avec 150 000 spectateurs. Et puis un peu derrière, le palais du soleil Kumsusan, un immense palais de Kim Il-sung qui a été entièrement muré en 1994 à sa mort et depuis transformé en mausolée géant. Aujourd'hui, on peut y voir la dépouille de Kim Il-sung et son fils Kim Jong-il, mais après tout un parcours à travers d'anciennes salles du palais, toutes transformées en immenses antichambres sombres et silencieuses où les photos sont interdites et le recueillement obligatoire. On va maintenant quitter Pyongyang par l'est et un peu plus loin on va trouver un lieu historique très important pour toute la Corée, le tombeau du roi Tangun. Le roi Tangun, c'est le fondateur de la première dynastie du royaume de Corée, la dynastie Gojoseon en 2333 avant Jésus-Christ. Pendant longtemps, les historiens ont pensé que c'était un roi mythique sans réalité historique, d'autant plus que la légende dit qu'il est né d'un ours. Mais en 1994, Kim Il-sung a sommé ses historiens de prouver la réalité historique de ce roi. Si bien qu'ils n'ont pas eu le choix, ils ont trouvé ce tombeau qui est devenu depuis le tombeau officiel du roi Tangun. Et tant pis pour les historiens. Petit coup d'œil sur la carte, on est passé donc à Pyongyang, maintenant on va partir plein est jusqu'à la mer du Japon. On va encore traverser des montagnes, au début des petites montagnes, puis après des montagnes plus hautes. C'est là qu'on voit que la Corée du Nord c'est vraiment un pays très montagneux. À l'issue d'une traversée de 150 km environ, voici la mer du Japon côté est. Devant nous la ville portuaire de Wonsan, avec son aéroport sur la pointe au-delà de la ville. Mine de rien, en fait, il y a un certain nombre d'aéroports en Corée du Nord, militaires ou civils, mais d'une part ils sont pas référencés dans les listes habituelles, et d'autre part le trafic civil doit vraiment être quasiment nul dans un pays où tout déplacement est contrôlé et coûteux. On va maintenant remonter la côte plein nord, l'occasion de survoler de grandes étendues cultivées ressemblant à des rizières. Vu du ciel et sur le simulateur, ça donne de très beaux paysages comme vous pouvez le voir, reste à savoir ce que ça donne dans la vraie vie. Et une centaine de kilomètres plus haut, voici Hamhung, 900 000 habitants. C'est la deuxième ville du pays après Pyongyang et ses 3 millions d'habitants. Hamhung est une ville qui commence en bord de mer avec un port et se prolonge assez loin dans cette vallée entourée de montagnes.
Allemagne. C'est une ville spécialisée dans l'industrie chimique. On va maintenant faire un grand bond de 250 km plein nord et atteindre la frontière chinoise. On va trouver ici des hauts plateaux semi-désertiques autour de 1300 mètres d'altitude et au fond, sur la frontière chinoise, voici le mont Paektu. C'est le point culminant de la Corée avec 2744 mètres. C'est une montagne sacrée pour les Coréens et les Chinois et c'est le lieu de naissance du fameux roi Tangun dont nous avons vu la tombe tout à l'heure. Vous savez, le fondateur de la première dynastie coréenne. Le lac au sommet de ce mont s'appelle le lac du Paradis. Et comme on le voit bien, ce mont c'est un ancien cratère, pas si ancien que ça, puisqu'en fait la dernière éruption date d'à peine 1000 ans, en l'an 946. Cette éruption de 946 a été énorme, ça a été la 4e plus grosse éruption mondiale des 2000 dernières années. Un petit dernier coup d'œil à la carte, on va terminer notre voyage en rejoignant la côte au niveau des 3 frontières, Corée du Nord, Chine et Russie. On laisse derrière nous le mont Paektu et après une relativement courte traversée, voici au loin la mer du Japon. Tiens, le mauvais temps s'est levé avec quelques averses. Ceci dit, même ici, au nord de la Corée du Nord, on est au 42e parallèle, donc en gros à la même latitude que les Pyrénées. On n'est donc pas si au nord que ça. En s'approchant de la zone des 3 frontières, voici la ville de Rason. C'est une zone économique spéciale, c'est-à-dire un lieu où le commerce est beaucoup plus libre avec la Chine et la Russie, notamment via le port de cette grande ville. On imagine la Corée du Nord complètement coupée du reste du monde, c'est en partie vrai, mais il y a tout de même quelques corridors commerciaux comme ici à Rason. Ceci dit, le décollage est un peu laborieux à cause des infrastructures. Pendant longtemps, l'électricité ne provenait que d'une petite centrale à charbon de 20 MW. La route vers la Chine n'a été goudronnée qu'en 2011 et les télécommunications restent très verrouillées. Regardez, la ville continue après cette petite crête avec un terminal pétrolier. Et oui, Rason, c'est aussi la plus grande raffinerie de pétrole du pays. Cette ville est en lien avec Yanji, une ville chinoise située à une centaine de kilomètres plus au nord. Et c'est là qu'on va aller se poser, n'ayant pas eu les autorisations, virtuelles bien sûr, pour se poser en Corée du Nord. J'espère que ce voyage dans le pays le plus fermé du monde vous l'aura fait découvrir sous un autre jour, et pourquoi pas donner envie d'aller le visiter, du moins quand les conditions le permettront. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ces vidéos, vous abonner, me mettre des commentaires, et à bientôt sur Pascal Airlines, la chaîne qui vous fait voyager.